troisième émission autour du Big Bang, ici avec Trinh Xuan Tuan, un des spécialistes de l'univers, pour parler du Big Bang à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous sommes donc, chers auditeurs, tout au début de l'univers, et dans le cadre du Big Bang, toute la matière, vous, Trinh Xuan Tuan, moi, et vous aussi, chers auditeurs, nous trouvons condensés en un point ridiculement petit, disons la taille d'une pointe d'aiguille, et donc il y a eu une période d'inflation. Incroyable, Trinh Xuan Tuan. Bonjour, en fait. Oui, bonjour. Oui. Non, mais l'histoire de l'univers est incroyable. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que l'homme, justement, a pu reconstituer toute cette immense fresque cosmique, en fait, qui a duré depuis 13,7 milliards d'années et qui a mené à nous. Donc, continuons un peu la marche, le livre de l'histoire du Big Bang. On croirait, au bout de 3 émissions, qu'on est allé très loin. En fait, on est à 1 millionième de seconde, 10-6 secondes. Et vous écrivez dans votre livre La Mélodie secrète, paru en 1988, tel le berger qui rassemble ses moutons pour que ceux-ci ne s'échappent pas, les quarks se rassemblent. Alors les quarks, c'est des toutes petites particules, encore plus petites que le proton. Il y en a 3 dans le proton. Déjà, le proton, c'est tout petit. C'est la particule élémentaire par excellence. Au fait, le quark, en 88, vous disiez que c'était une particule théorique. Est-ce qu'on l'a observé, Non, les quarks ne peuvent jamais être observés à l'état libre. On pense qu'il existe, mais parce qu'ils sont très fortement liés ensemble, on ne peut pas les voir à l'état libre, parce que si on les bombarde avec des énergies pour essayer de libérer les quarks, cette énergie doit être si grande qu'elle produit d'autres quarks qui s'assemblent de nouveau. Enfin, donc, vous savez, c'est presque impossible de voir, mais en le postulant leur existence, on peut comprendre beaucoup des propriétés des particules. C'est pourquoi les physiciens ont besoin d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils se rassemblent là, dans le premier millionième de seconde de l'univers? C'est le début un peu de la complexité. Oui, tout à fait. C'est l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la montée vers la complexité. Parce que l'univers était très simple. Je vous ai expliqué dans les 2 premières émissions. Il y avait seulement un vide au début. Et puis donc, le vide rempli d'énergie. L'énergie génère la matière. Et la matière, donc, ce sont des particules. Les particules s'assemblent par la force forte et la force émouvante pour former des atomes. Les atomes s'assemblent pour former des molécules. Les molécules s'assemblent pour former des chaînes d'ADN, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment la montée vers la complexité qui est notre histoire, en fait, qui est l'histoire de l'univers aussi. Alors évidemment, on dit comme ça paraît très simple. La nature essaye de fabriquer les briques dont nous sommes faits, dont vous êtes faits, chers auditeurs. Mais au début, c'est pas facile, c'est pas gagné. Non, bien sûr. Si l'univers s'est contenté seulement du Big Bang, nous ne serons pas là, vous et moi, pour en parler, et tous les auditeurs ne seront pas là aussi. Vous savez, parce que nous sommes des poussières d'étoiles, en fait. Les atomes dont nous sommes faits, les carbones, nous respirons de l'oxygène, vous portez à vos poignets, des atomes d'argent, d'or, etc. Et donc, tout ça, ça a été fait dans les étoiles. Pendant les 3 premières minutes, l'univers a fait essentiellement seulement 2 éléments. Ce qu'on appelle l'hydrogène, donc c'est un proton avec un électron, et puis l'hélium, donc 2 protons, 2 neutrons pour un noyau d'hélium, et puis 2 électrons autour. Voyez? Ah, l'hélium, juste. L'hélium, c'est le gaz dont les enfants remplissent leur ballon qui monte. Voilà, qui monte vers le ciel. Et que puis vous, si vous respirez, vous avez une voie nasillarde, vous savez, c'est l'hélium. Incroyable, il a été formé aux premiers instants. L'hélium du ballon des enfants, il a été formé au début, là? Tout à fait. Dans les 3 premières minutes de l'univers. Donc, mais il n'y avait que ça. C'est-à-dire, après 3 minutes, les 3/4 de la masse de l'univers était en hydrogène. Et puis, 1/4 en hélium. Et en fait, on sait que ça a été fait dans le Big Bang parce que maintenant, où qu'on le regarde, dans n'importe quelle étoile dans la galaxie, c'est toujours la composition. C'est environ 75% d'hydrogène, 23% d'hélium et 2% seulement d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Et donc, en fait, ce sont ces éléments lourds qui permettent la complexité parce qu'ils ont une chimie beaucoup plus compliqué, vous voyez. Donc, ils peuvent s'assembler, faire des choses plus complexes, construire des structures. Sinon, s'il y avait l'hydrogène, c'est très simple, c'est un proton, donc il n'y a pas beaucoup de réactions chimiques avec l'hydrogène. Et puis, l'hélium, c'est ce qu'on appelle un gaz neutre, gaz rare. Et donc, de nouveau, il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc, avec ces 2 éléments, l'univers sera morne et triste. L'univers des sciences
RCF. Justement, au début, c'était passionnant, là, notre émission radio, et puis le Big Bang, il y avait plein d'événements qui se succédaient en un temps très très court. C'est comme si d'ailleurs le temps était infini, tellement il y avait d'événements. Exactement. Mais là, là, les auditeurs vont s'ennuyer, il n'y a plus rien à dire. L'hydrogène et l'hélium, et en plus, ça s'arrête. C'est-à-dire que l'univers stoppe au niveau de l'hélium qui est très stable, alors c'est fini, finalement. Bah non. Non, non, bien sûr. Heureusement, sinon on ne serait pas là. Et donc, l'univers, bien sûr, continue à se diluer de plus en plus, à devenir moins en moins dense, de devenir de plus en plus froid. Et aussi, la froideur aide à la complexité. Vous savez, parce qu'au début, bien sûr, quand tout est chaud, la chaleur veut dire mouvement. Et tous les particules s'entrechoquent, et chaque fois que quelque chose est en train d'être construit, le choc les détruit de nouveau. Vous voyez, donc ça se retrouve à l'état de particules de nouveau. Donc pour construire des atomes, il faut que l'univers se refroidisse de plus en plus. Et ça arrive seulement, et au début d'ailleurs, l'univers était complètement opaque parce que les électrons étaient libres, vous voyez, donc c'était pas transparent. C'était comme si vous étiez dans un épais brouillard, vous voyez, on voyait rien autour de nous. Et d'ailleurs, la lumière ne pouvait pas se propager. Et donc, en fait, l'image la plus vieille de l'univers qu'on peut avoir, c'est quand seulement l'univers devient transparent, à 300 000 années après le Big Bang, quand en fait le rayonnement fossile est émis. Parce que à 300 000 années, la température, la température de l'univers est devenue quelques milliers de degrés, de l'ordre de 6 000 degrés. Kelvin, donc c'est à peu près la température quand même, c'est la température de la surface du Soleil, hein, c'est assez chaud quand même encore. Mais c'est assez pour que les chocs deviennent moins violents et que donc les électrons s'attachent au noyau d'hydrogène et l'hélium pour former des atomes maintenant. Et c'est en s'attachant que le rayonnement fossile, en fait, est émis, vous voyez. Et donc, tout date de cet instant, 300 000, c'est l'année fatidique de l'univers, en quelque sorte. C'est là où la matière va prendre le pas sur le rayonnement, en quelque sorte. Voilà. Et puis, donc la matière, l'univers va être dominé par la matière. La matière peut finalement bouger et la gravité va pouvoir exercer son pouvoir pour attirer donc la matière des nuages d'hydrogène et d'hélium, attirer de plus en plus des nuages. Et quand ces nuages deviennent assez massifs, elles s'effondrent sous l'effet de gravité pour former des étoiles pour la première fois. Donc l'univers a dû inventer les étoiles, vous voyez, parce que et les étoiles, c'est quoi? En fait, ce sont des boules de gaz où il y a des réactions nucléaires au centre de ces boules de gaz, en fait. Et il faut chauffer le gaz à plus de 10 millions de degrés pour que les réactions nucléaires s'enclenchent. C'est ce que le Soleil, hein, le Soleil fait en ce moment pour nous donner l'énergie. Il y a c'est une énorme boule de gaz qui a des réactions nucléaires à son centre. Et en faisant nucléaire, l'étoile fabrique de nouveaux éléments, c'est-à-dire maintenant les réactions nucléaires peuvent combiner donc des noyaux d'hélium ensemble. Donc par exemple, si vous combinez 3 noyaux d'hélium, vous fabriquez un noyau de carbone et puis additionner encore un noyau d'hélium, ce sera l'oxygène, etc. Donc, on fabrique l'étoile, fait la chimie nucléaire, en quelque sorte, jusqu'au fer, en fait. Qui est l'élément le plus stable, le fer? Le fer est l'élément le plus stable, et c'est pourquoi les choses s'arrêtent là. Alors, vous me direz, bon, il y a 92 éléments dans la nature, il y a des éléments plus lourds que le fer. Alors, comment la nature a fait ça? En fait, ça, c'est en faisant exploser les étoiles dans les supernovas. Donc, les supernovae, on en a vu très peu. Je crois qu'on en a vu 7 dans toute l'histoire de l'astronomie oui, contemporaine. depuis que l'homme a commencé à observer le ciel, donc peut-être, vous savez, peut-être 1000 ans, ou des choses comme ça, 1500 ans. Et donc, mais il y a beaucoup de galaxies, je dis 100 milliards dans l'univers, donc il y a environ, quelque part dans l'univers, une supernova toutes les secondes dans l'univers. Hein. Donc, c'est donc des étoiles qui explosent, et quand ces étoiles explosent, elles font la chimie nucléaire aussi, donc pour les éléments les plus lourds que le fer. Donc toute la panoplie des 92 éléments qu'on trouve dans la nature maintenant est fait par les étoiles. Donc nous sommes tous des poussières d'étoiles, nous partageons tous la même généalogie cosmique, nous sommes les cousins des bêtes sauvages et les frères des coquelicots des champs. Tous les éléments dont nous sommes faits, Trings Yuan, vont arriver sur Terre, ensemencer la Terre en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire, bon, il y a encore bien de péripéties avant que la Terre survienne. Vous savez, donc, je vous ai expliqué donc, la première génération d'étoiles qui fournit les éléments, elle explose.
elle envoie donc des nuages enrichis d'éléments lourds dans le milieu interstellaire. Et de nouveau, il y a un nouveau cycle. Ces nuages interstellaires s'assemblent sous l'effet de la gravité. Il y a une deuxième génération d'étoiles qui font leur alchimie nucléaire, qui explosent, etc. Et en fait, le Soleil ne vient qu'il y a 4,5 milliards d'années. Hein. L'univers, on l'a dit tout à l'heure, c'était 13,7 milliards d'années. Donc, il y a 10 milliards d'années qui se sont écoulées avant quand même que le Soleil se forme. Le Soleil se forme... le Soleil est une étoile de la troisième génération, en fait. Et en même temps que le Soleil se forme, il y a toutes ces poussières autour de l'étoile qui s'agglomèrent pour former ce qu'on appelle des platésimales. Ce sont des petits bouts de planètes. Et puis ces platésimales s'assemblent sous l'effet de gravité pour former les 9 planètes qu'on voit maintenant qui tournent autour du système solaire sur l'une d'elles. Donc la vie et la conscience sont apparues. Merci Tringtian Tuan. Les Galaxies, ce sera une autre série d'émissions avec un autre astrophysicien. En tout cas, je vous remercie et certainement les auditeurs aussi pour votre passion de l'astrophysique. Merci Tringtian Tuan. Au revoir. J'étais très heureux de parler à vos éditeurs. Merci.